Un grand plaisir d'être avec vous, mesdames, messieurs. Vendredi 15 avril 2022, c'est toujours un bonheur d'être en compagnie avec vous, chers compatriotes. Nous allons revenir sur l'actualité qui reste dominée par l'examen de la proposition des lois, de la loi électorale proposée par plusieurs composantes. En tout cas, il y a les G13, la loi Lokondo qui va servir des bases et d'autres propositions. Nous allons tenter d'analyser. C'est vrai que l'examen a été reporté pour les mercredis prochains suite, si je pourrais dire comme ça, les FCC a boycotté cette plénière d'hier. Nous avions suivi, nous tous, les déclarations des députés, des parlementaires du FCC. Nous allons analyser cela, parler également de la démarche menée par les prêtres et l'Église protestante pour essayer un peu d'étendre les consensus au niveau de toutes les parties prenantes pour un processus électoral crédible. Enfin, nous allons parler de Didier Bidimbu, déjà relâché depuis hier soir. Jusqu'à présent, aucune information ne reste, en tout cas, à la disposition de la population. Même nous, les journalistes, nous ne sommes qu'en train d'essayer un peu d'analyser, de chercher, mais aucune information officielle. Tout ce qui se raconte, ce ne sont que des analyses et des suppositions. Nous sommes avec Chris Mukendi, secrétaire national adjoint en charge de la propagande de leur parti politique AFDC, de M. Bati Lukwebo. Chris Mukendi, ces derniers temps, il est la star, si je pourrais dire comme ça. Son nom est cité dans plusieurs officines politiques. Pourquoi? On ne sait pas. Tentative de réponse avec lui-même, l'intéressé. Chris Mukendi, vous allez bien? Ça va très bien, cher Pramik, et merci pour l'invitation. En forme? Oui, ça va très bien. Toujours très bien habillé, là. Merci. Mais c'est que c'est bon. Beaucoup d'argent, vous gagnez trop. C'est la prière. Ah, vous priez? Beaucoup. Aujourd'hui, vous allez prier les matins. Moi, je suis un chrétien, hein. Un fervent chrétien. Merci beaucoup, Chris Mukendi. Et déjà, ce dimanche, c'est la fête des Pâques, non? Oui. Vous serez à l'église? Naturellement. Merci beaucoup, Chris Mukendi. C'est ce que je disais, votre nom, ces derniers étaient cités dans presque toutes les officines politiques. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je ne sais pas. Je crois que nous sommes dans un état de droit. Oui. Même si c'est un état de droit où chacun est en train de faire son apprentissage. Mais je crois que lorsqu'un citoyen congolais est lésé, il ne peut pas se faire justice. De lui-même. Il y a des instances habilitées à les faire. Donc, lorsque vous êtes lésé, les bons sens voudraient qu'un citoyen normal se rende devant la justice pour porter plainte dans les cas où son nom a été diffamé, son honneur a été jeté à la pâture. Donc, je crois que nous sommes des acteurs politiques. Il faut que chacun puisse avoir l'essence de la mesure dans les propos qu'il tient vis-à-vis de l'autre, mais aussi l'essence des responsabilités. Donc, d'accord. Il ne faut pas se dire que non. En fait, la politique, c'est pas comme la jungle où tout le monde fait ce qu'il veut. Non, pas du tout. Donc, je crois que peut-être que mon nom est cité abusivement, mais les faits sont que j'ai été victime de beaucoup. D'abord l'Assemblée nationale, contre les députés qui m'ont agressé au sein de l'hémicycle. La suite, c'est comment? La suite, moi je ne bouscule pas la justice. J'ai déposé en bon citoyen une plainte contre les groupes de députés qui m'avaient agressé, qui m'ont humilié devant la nation, mais devant le monde entier aussi, les réseaux sociaux. Vous savez la vitesse à laquelle les informations se propagent. Donc, il revient à la justice de faire son travail. Mais certaines informations sur qu'il, faisant état que vous êtes en train déjà de demander un arrangement à l'amiable. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez dire. En tout cas, ce ne sont que des racontars, vos détracteurs. Ça m'a fait rire. Mais seulement, tu vois, une vérité qui sort de la bouche du diable, c'est un mensonge. Oh, qui est le diable? La personne qui a proféré ces mensonges. C'est plusieurs personnes qui les disent. Hein? Voilà, donc j'en ai suivi un hier. Je connais nos relations, comment elles sont avec la personne. Vous parlez de Gauthier C? Je ne cite personne. Ah, d'accord. Donc, je n'ai pas le temps de citer les gens sur les plateaux de télévision, mais seulement les députés en question ou les groupes de députés savent pertinemment bien que Chris Mukendi n'a jamais fait un pas vers eux. Ah, d'accord. Voilà. J'ai déposé ma plainte et je n'ai pas l'initiative d'aller vers un député pour négocier à l'amiable. Entre les bourreaux et la victime, il est clair que c'est les bourreaux qui cherchent la victime. Exactement.
Je ne peux pas. Moi, je suis un homme digne. Merci un beaucoup. homme honorable. Chris Je n'ai pas Mukendi. besoin d'être député pour être honorable. Merci beaucoup, Chris Mukendi. Également, une information qui vous colle, si pas un qualificatif qui vous colle à la peau. Ces derniers temps, on vous identifie plus à Bahati Lukwebo. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos relations avec Bahati? On dit que si on vous voit, on voit directement Bahati Lukwebo. Je suis membre du parti politique de Bahati, je suis communicateur de Bahati, je suis secrétaire national adjoint en charge de la propagande de l'AFDC. Je suis un de ses proches collaborateurs, donc c'est tout à fait normal. Apparemment, vous accaparez des Bahati Lukwebo. Non, pas du tout. Comment je peux le faire? Il est président du Sénat, comment vous allez vous accaparer d'un professeur d'université? Lorsque vous voyez Rodrigue Ramazani sur votre plateau, qui voyez-vous? Je serai avec lui d'ici là d'ailleurs. Mais voilà, lorsqu'il est sur votre plateau, vous voyez Denis Sanga. Ah d'accord. Donc c'est clair que lorsque derrière chaque acteur politique, il y a un leader politique qui se cache. Ah d'accord. Voilà, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on me colle l'image de Bondeste Bahati, qui je porte l'étendard. Merci beaucoup Chris Mukendi. Nous allons parler de l'actualité avec vous. Vous êtes acteur politique, vous suivez ce qui se passe de près. C'est vrai que l'examen de la proposition de loi portant modification de la loi électorale sera examiné pour ce mercredi. Mais nous allons suivre les passages, en tout cas, des prêtres. Je vois là Monseigneur Cholet, il n'est plus abbé, avec le pasteur Eric Seng au niveau du Sénat, pour un large consensus. Et puis nous allons revenir pour commenter cette actualité, et toujours dans les cadres, soit dans le sens de l'organisation du processus électoral en République démocratique du Congo. Alors, je ne sais pas si la régie est en connivence avec nous. Elle peut nous balancer cette image. Je ne sais pas. L'image du Monseigneur Cholet avec les pasteurs Eric Senga au niveau du Sénat. Merci beaucoup. C'est une image d'hier en tout cas. Je pense dès que la régie sera prête, elle va balancer cela. Et Chris Mukendi, on parle de ça. Quand vous avez vu les Abbé Cholet et puis les pasteurs Eric Senga de l'église protestante chez Modeste Bahati Lukwebo au sortir de leur audience avec le président du Sénat, ils disent clairement que non, ils sont à la recherche d'un large consensus. On suit cette image et puis nous allons revenir juste après. La régie est déjà prête. On suit l'image et puis nous allons revenir juste après. C'est dans ce sens-là que nous sommes politiques qui peuvent contribuer à favoriser ce minimum de consensus. Le dialogue, le terme dialogue fait peur dans le contexte sociopolitique congolais, mais il y a plusieurs façons d'arriver au consensus qui ne soit pas le dialogue au sens où beaucoup l'entendent, parce que nous sommes condamnés à dialoguer. Et donc, il faut nécessairement passer par le dialogue, mais pas le dialogue pour partager le pouvoir, mais on peut dialoguer sans être sur une même table. On peut dialoguer tout en étant sur une table. Le dialogue peut se passer au niveau technique, au niveau politique. Donc, ces considérations-là, c'est secondaire. C'est d'abord la volonté d'accepter qu'il faut un minimum de consensus pour sauver le pays. Merci beaucoup, nous sommes de retour, vous aviez tous suivi, nous sommes en direct, plus de 143 82 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Chris Mukendi, quelle est votre réaction? Est-ce la question qu'on se pose, est-ce les prêtres, soit Monseigneur Cholet et les pasteurs Eric Senga sont envoyés par des politiques ou bien quelle est la motivation de leur démarche? Je ne pense pas que l'Église travaille pour le compte des politiciens. Je ne le pense pas du tout. J'ai suivi une fois l'abbé Cholet dire qu'il a demandé aux politiciens de ne pas s'accrocher à l'Église catholique pour faire prévaloir leur position. Donc il est clair que l'Église ne travaille pas pour les politiques. Oui. Mais il est aussi du devoir de l'Église de rechercher la paix. Hein? Vous savez, lorsque après
les élections, il y a des contestations. L'Église aussi est victime, dans le sens où beaucoup de citoyens vont dans les églises. On ne saura pas tenir les églises. Les cultes ne pourront pas être organisés tout simplement parce que le pays sera certainement plongé dans les troubles. Donc, il est de leur devoir de pouvoir s'occuper aussi, pas avec une casquette politique, mais de la gestion de la cité. J'ai apprécié ce qu'il a dit. Je suis pour un large consensus. Oui. Mais consensus ne veut pas dire unanimité. Ça, il faut que tout le monde le retienne. Ah, d'accord. Nous avons connu une expérience dans ces pays en 2006. Nous sommes allés aux élections de 2006 sans l'UDPS. Ça veut dire que le consensus a eu lieu, mais ce consensus n'a pas abouti à faire l'unanimité de tous les acteurs politiques en présence. Donc, ça n'a pas empêché la République d'organiser les élections. Ouais. J'ai aussi apprécié ce que l'abbé Cholet a dit. Il dit, on peut dialoguer sans pour autant être autour d'une table. Ouais. Ça veut dire les formats que les amis recherchent du dialogue. Il a aussi exprimé sa crainte parce que généralement dans notre pays, lorsqu'il y a dialogue, il y a toujours partage de pouvoir. Ouais. Et on a remarqué que dans ces pays, les gens n'arrivent pas à vivre dans un environnement démocratique. L'environnement démocratique, c'est un environnement où, après les élections, certains optent pour faire l'opposition, d'autres sont au pouvoir, et ceux qui sont à l'opposition critiquent ou proposent une alternative pour remplacer ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Nous avons connu, dès 2006 jusqu'à 2018, 4 dialogues. C'en est de trop. Mais tous ces dialogues-là aussi ont abouti au même schéma. Partage des responsabilités. L'opposition entre au pouvoir. On a un gouvernement d'union nationale. Mais on doit sortir de ces sentiers battus. On doit sortir de là pour aller vers une réelle démocratie qui veut que ceux qui sont à l'opposition fassent l'opposition, ceux qui sont au régime apportent des solutions aux problèmes des Congolais, alors que l'opposition se constitue en une alternative. Ouais. Donc, moi j'ai dit, aujourd'hui nous avons des institutions qui sont en place. L'Assemblée nationale et le Sénat sont habilités à apporter des réformes dans les pays. Ouais. Les consensus, on peut en trouver au sein de ces institutions. J'ai vu nos amis qui sont extra-parlementaires, les groupes de DIPRO. Okay. DIPRO, oui, je vois. Avec Constant Moutamba, ouais. Aller déposer leurs propositions des réformes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Oui. J'ai vu Germain Kambinga et Yves Sombe faire la même démarche, aller vers le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, déposer les propositions de leur structure. Oui. Mais il faut que tous ceux qui pensent qu'il faut apporter des réformes procèdent de la même manière. Mais la question qu'on se pose, les réformes ne se feront jamais en dehors des institutions. Il ne faut pas vous retrouver quelque part, vous calquer une loi électorale, vous venez imposer aux députés nationaux, pas du tout. Mais le rôle de l'Assemblée nationale, ce n'est pas un rôle de résonance. L'Assemblée nationale n'est pas là pour avaliser ce que les politiques qui ne sont pas députés nationaux, qui ne sont pas membres des institutions, décident et font avaliser par l'Assemblée nationale. Pas du tout. Mais donc, moi j'ai dit, la MOCA et à l'Assemblée nationale et au Sénat, le FCC qui a boycotté la plénière d'hier, je vais encore vous rappeler que dans ces pays, nous avons connu un régime où la majorité a décidé de quitter la salle, mais ça n'a pas du tout empêché l'opposition de quitter la salle, mais ça n'a pas du tout empêché à la majorité de l'époque de voter des lois. Voilà, donc c'est là où j'en appelle maintenant. On disait que les quorums étaient atteints. Non, mais d'abord, il ne faut même pas chercher des quorums pour une reprise des sessions. Ah, d'accord. On cherche à avoir les quorums lorsque c'est une nouvelle matière qui commence ou l'ordre du jour de la session a été épuisé. Mais pour une séance de reprise, on ne cherche pas à identifier les quorums. Même si vous êtes à 50, vous pouvez tenir la plénière. Mais qu'est-ce qui se passe? L'interprétation des gens, les gens pensent qu'il y a un blocage avec cette démarche des prêtres. Est-ce qu'il n'y a pas un blocage? Parce que en suivant les prêtres, c'est clairement établi que non, l'opposition ne veut pas de cette démarche. Alors, comment avancer comme ça? Hier, si Mbosso a reporté la plénière, c'était parce qu'il a jugé, bon, l'opposition n'est pas là, on ne peut pas en tout cas continuer de débattre aussi longtemps, l'opposition n'est pas là. Est-ce avec cette crise,
quel sera l'avenir politique même ici en République démocratique du Congo? Comment est-ce que nous allons organiser les élections si l'opposition continue de boycotter les processus électoraux en disant qu'en prêtant des intentions à la majorité de l'Union sacrée, que cette majorité a tendance à tripatouiller les élections de 2023? Cher Gramek, il n'existe aucune crise. Il y a seulement en face un groupe de capricieux qui veulent faire Vous pensez qu'ils sont des capricieux? Leur point de vue en défaveur de la majorité. J'ai rappelé ici que nous avons connu des processus ici dans ces pays où des lois ont été votées sans l'opposition dans la salle. Donc là, nous sommes, comme j'ai dit, en face d'une opposition qui fait du chantage, simplement. Cette opposition peut, si elle a des propositions à faire, apporter des propositions. Le consensus sera trouvé au sein des institutions. Ce n'est pas à Njili Sainte-Thérèse qu'on trouve un consensus. Ce n'est pas dans des hôtels à Gombe où on trouve un consensus. Je rappelle ici qu'à l'Assemblée nationale siègent députés de la MOCA et du FCC. Je rappelle encore ici qu'au sein de l'Assemblée nationale, il y a un député national qui s'appelle Adolphe Mouzitou qui ne siège jamais, mais qui veut des consensus. Depuis que l'Assemblée nationale a été installée, Mouzitou n'a jamais mis ses pieds là-bas, mais il continue de jouir des avantages de l'Assemblée nationale. Il avait dit qu'il siège avec le peuple. En tout cas, ça, on appelle ça de l'escroquerie politique, de l'arnaque politique. Moi, je pense que si nos amis ont des propositions à faire, ils ont des députés et ils n'ont qu'envoyé leurs propositions. Parce que nous ne voulons plus avoir des dialogues dans ces pays qui permettent aux belligérants de filtrer encore nos institutions. Des dialogues qui permettent à ce que des gens qui ne peuvent survivre dans un environnement démocratique normal, de profiter de cela, des gens qui n'ont pas l'assentiment de la population pour siéger au sein des institutions, profiter des dialogues pour venir en homme fort dans les gouvernements. On va encore voir revenir au pouvoir les Roubaix qui vont revenir, les Lissanga Bonganga qui vont revenir réclamer des postes, alors qu'ils ont été incapables de se faire élire aux élections. Moi j'ai dit, allons-y. Il ne faudra pas que le président Mbosso puisse jouer au jeu du FCC. Mais comment est-ce que Chris Mbosso ne doit pas jouer les jeux du FCC? Ces jeux consistent à quoi? Allons-y. Consistent à bloquer la machine. Voilà. Mais comment continuer sans l'opposition? C'est ça, Chris Mouké. Dans une démocratie. Non, mais dans une démocratie. Vous prenez la démocratie ici. Dans une démocratie, il y a des institutions. Et j'ai dit, les lieux habilités pour apporter des réformes, ce n'est pas la rue. Donc Mbosso ne joue pas les jeux du FCC en tout cas. J'ai dit, il ne devrait pas jouer ces jeux-là. Parce que j'ai rappelé encore que dans ces pays, nous avons vu des gens qui n'ont pas voulu participer. C'est un mauvais exemple. Non, c'est un mauvais exemple. C'est la dictature de la majorité. Nous sommes c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est aussi la dictature de la majorité. Donc vous conseillez à Mbosso de continuer comme ça? J'ai dit, je vous rappelle, il faut rappeler toujours l'histoire. L'histoire, c'est... en fait, notre pays est fait d'une histoire. Je rappelle ici, dans ces pays, que nous avons connu des élections sans l'IDPS. Je rappelle ici, dans ces pays, que nous avons connu des votes de loi sans l'opposition dans la salle. Je rappelle encore... Mais ce sont des mauvais exemples. Les deux tours des élections ont été ramenés à un seul tour par simplement la majorité. L'opposition n'avait pas assisté. Mais c'est un mauvais exemple. Non, c'est un exemple démocratique. C'est ça la démocratie. Donc moi je pense, si la majorité... Il y a des étudiants qui nous suivent. Mais justement... Comment expliquer à ces étudiants qui nous suivent que non, vous pourriez aller comme ça sans l'opposition dans une démocratie? Vous savez, ça donne l'image des institutions faibles. Lorsque les institutions sont installées pour jouer leur rôle et que vous allez à l'encontre des institutions pour faire vos consensus avec des personnes qui n'ont pas droit de citer au niveau des institutions, vous prenez ces recommandations qui sont formulées, vous venez les avaliser aux députés nationaux, aux sénateurs, ça veut dire que nous avons des institutions qui ne méritent pas d'exister. Alors que le lieu indiqué pour faire des réformes, c'est à l'Assemblée nationale. Hier, on a commencé la loi qui a été proposée par les G13. Les G13. Ben voilà, la loi Lokondo. Délice Sanga a pris la parole. J'ai profité de l'occasion pour saluer la mémoire de Lokondo qui nous a quittés. Donc, j'ai dit, il faut que les amis de l'opposition arrêtent de distraire le peuple congolais. Il est clairement établi qu'il y a des Congolais, des politiques qui ne sont pas prêts à aller aux élections, qui ne recherchent que les dialogues pour entrer, partager le pouvoir. Je dis au Congo, on n'a jamais connu un dialogue qui n'ait abouti
au partage des responsabilités au sein du gouvernement. Donc, si demain nous allons au dialogue, certainement, il va y avoir un glissement. Mais nous allons tout droit en tout cas. Hein. Justement, c'est ce qu'il faut Parce que éviter. je ne pense pas que les députés du FCC vont fléchir. Hein. Nous devons respecter la Constitution. Tshisekedi doit respecter la Constitution. Il faut assurer la régularité du cycle électoral qui veut que chaque 5 ans nous puissions avoir des élections. On ne peut tolérer un glissement à cause des caprices des acteurs politiques qui ne sont pas prêts à aller aux élections, qui veulent en réalité adhérer dans les institutions par le trichement du gouvernement. Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup, Chris Mukendi. Bonjour les débats. Gramic, sur cette question, nous avons dit qu'il faut changer la classe politique en votant une loi déterminant le nombre de mandats à la députation nationale. C'est vrai que nous allons entrer dedans sur cette question de la loi électorale. Mais Chris Mukendi, la question, moi, ce qui me fait un peu effrayer, c'est si les FCC ne fléchissent pas, qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce que l'Union sacrée va aller comme ça, voter la loi électorale? Qu'est-ce qui va se passer après si les FCC ne fléchissent pas, la Mouka ne fléchit pas? Non, mais ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. La minorité subit toujours la loi de la majorité. C'est ça le principe démocratique. Mais la crédibilité, mais non de ce que vous allez faire. Il ne s'agit pas de la crédibilité, il s'agit de principe démocratique. Lorsque vous êtes majoritaire, je rappelle encore, puisque c'est l'histoire, on doit rappeler l'histoire. C'est le Congo, on rappelle l'histoire du Congo. L'Union sacrée est venue changer. Non. Félix Tshisekedi était président de l'alternance. Les principes démocratiques ne changent pas. On change des acteurs, mais les principes restent les mêmes. Le principe, mais il a été large, le président de l'Assemblée nationale. Il a accordé du temps. Une semaine pratiquement. Bravo, bravo. Lui au moins il a accordé. C'est ça déjà les changements. Parce qu'à l'époque, cette majorité n'accordait pas du temps à l'opposition. Il ne suspendait pas des plénières parce que l'opposition était sortie. Il ne suspendait pas. Voilà, et ils continuent à voter des lois comme ça sans l'opposition dans la salle. Et ces lois sont appliquées aujourd'hui. Donc, j'ai dit, on ne va pas céder aux caprices des politiciens qui, visiblement, ne sont pas prêts à leurs élections. Mais Chris Mukendi, qu'est-ce que Mbosso peut faire pour essayer un peu d'écarter ou soit d'enlever, d'élaguer dans les têtes des opposants ces intentions qu'ils ont, que non, c'est la dictature, ainsi de suite, que vous, de l'Union sacrée, vous voudrez en tout cas bâcler les élections, ainsi de suite. Apparemment, ce sont ces intentions qui font craindre à l'opposition. Qu'est-ce que Mbosso pourrait faire pour rassurer toutes les parties? En politique, on ne combat pas les intentions, on combat les faits. Parlons-y. Voilà. On ne combat pas les intentions, on combat les faits. On combat les faits. Les intentions seront toujours là. Mais les intentions, c'est dans la tête de quelqu'un. Comment vous pouvez imaginer mes intentions alors que je suis en face de vous? Mes intentions, vous ne les connaissez pas. Ouais. Si j'ai l'intention de reprendre votre micro, vous ne savez pas mes intentions. Exactement. Mais vous allez me juger par mes faits. Lorsque je prends votre micro, vous pouvez me juger pour dire qu'il a commis cet acte-là. Donc, j'ai dit, le président Mbosso, il a déjà posé un acte qu'il faut saluer. Il a suspendu les débats pour laisser aux amis le temps de mettre l'eau dans leur vin et de revenir. Voilà, on ne va pas bloquer la République. La CENI attend la loi électorale. Il y a plusieurs motions qu'on a présentées à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs matières à aborder à l'Assemblée nationale. On ne peut pas passer notre temps aux querelles politiciennes, à céder aux caprices, à chercher à céder aux caprices des politiciens, alors que nous avons des délais à respecter. Moi, je crois que le président de l'Assemblée nationale a suffisamment accordé du temps aux amis qui ont quitté la salle hier. Ben, il leur revient maintenant de pouvoir regagner la salle. S'ils regagnent la salle, ben, bravo. S'ils ne regagnent pas la salle, on va appliquer la loi de la majorité. Alors, les députés du FCC, malheureusement, j'ai essayé de télécharger cette vidéo, ça n'a pas marché, sinon vous aurez dû suivre en tout cas François Nzekouye. Mais il dit ceci en gros, je dois vous lire plutôt. Il dénonce ce qu'il qualifie du régime dictatorial où l'Assemblée nationale joue les jeux du président de la République et du gouvernement au lieu de faire les contrepoids comme le veut la logique de la séparation du pouvoir dans une démocratie. Apparemment, l'Assemblée nationale devient la caisse de résonance du président de la République et du gouvernement. C'est ce que le FCC craint. Ben, c'est les discours qu'on a toujours entendus dans ces pays de l'opposition. Oh. Voilà, pour crédibiliser cette opposition, il faut tenir des discours comme ça, même si il n'en est pas le cas. Voilà, nous les comprenons.
Mais Nzekouye sait pertinemment bien, il a été toujours à la majorité avec Kabila, il sait quelles sont les méthodes et les stratagèmes qu'ils ont mis en place pour que le pays en arrive là où nous sommes aujourd'hui. Donc moi j'ai dit, c'est un discours à distraire simplement l'opinion. C'est un discours à distraire. C'est de la distraction. C'est de la distraction. La réalité est que Mbosso a été large. À l'époque des Nzekouye, à l'époque de leur pouvoir, ils auraient déjà voté hier. Voilà. Donc, il ne faut pas flouer l'opinion, il ne faut pas mentir à l'opinion. Hein. Il est clairement établi que les amis, dès les débuts, n'étaient pas d'accord. Même pour désigner les mandataires de FCC, pour CG, vous avez vu, les membres, c'est comme les ça délégués. qu'il est né, cette révolution au sein du FCC. Et Dipro. Les Dipro est né de cette les progressistes. Je dirais de cet esprit à vouloir prendre en otage les cycles. C'est alors que les révolutionnaires ont dit non, on ne va pas bloquer les pays et ils ont avancé. Donc je crois que nos amis du FCC ne changeront pas leur méthode. Il reviendra maintenant, la semaine prochaine, au président et au bureau de l'Assemblée nationale de pouvoir aborder les débats sur cette loi. Bonjour monsieur le journaliste, moi je vois que dans notre pays, nous n'avions pas de bons professeurs, surtout de la faculté des droits et économie. Alors Babou Makara ba faculté wana signé Bovik Mosengo, mais je ne pense pas qu'il faut Babou Mango. Je pense que c'est Ngelinde to Lukamoto Salamoi bien Nambokao. Mais Chris Mukendi, nous restons dedans. C'est vrai que vous êtes nombreux. Il y a eu plu également ici à Kinshasa, je dois le dire en tout cas. Nous savons tous qu'à Kinshasa, quand il pleut, il y a toujours des incidents. Il a plu à Kinshasa. Bonjour, je sais que vous êtes nombreux à suivre cette émission. Bonjour, chers amis. L'invité parle de la dictature de la majorité. Effectivement, cette loi ne passera pas parce que ça n'arrange pas. Là, je ne comprends pas. D'ailleurs, j'ai suivi Ngoïka Sanji sur une autre chaîne disant qu'il était contre cette réforme. Ah, donc, il dit effectivement cette loi ne passera pas parce que ça n'arrange pas l'union sacrée. Là, je ne comprends pas. D'ailleurs, j'ai suivi Ngoïka Sanji sur une autre chaîne disant qu'il était contre cette réforme. Surtout, ne plus permettre à ceux qu'on mette comme suppléant sa femme, son enfant ou autre membre de la famille. Joey Caps. Oui, c'est vrai, on entre dans ces débats, il y a ces réformes interdites. En tout cas que les membres des familles soient des suppléants. Si vous citez Ngoïka Sanji, en tout cas il est parmi des gens qui ont appliqué cette histoire en 2018. Ben, c'est pas il interdit, est élu. Pas interdit. Oui, exactement. En 2018, ce n'était pas interdit. Il était élu député provincial au Kasaï, député national et sénateur. Vous tous vous savez, au Kasaï, là-bas, il a laissé sa fille, je pense. Au niveau de l'Assemblée nationale, soit du Sénat, il a laissé sa femme, ainsi de suite. On parle de ça, c'est vrai. Et Chris Mukendi, entrons maintenant dans cette loi. La proposition, en tout cas, nous allons prendre des réformes. Si nous prenons par exemple ça, on commence par là, parce que c'est parmi des réformes concernant cette loi, dite loi Lokondo. Vous pensez que c'est une bonne réforme ou bien parce que si je pourrais dire comme ça, les gens qui accompagnent les politiciens se plaignent, on combat ensemble, mais après, vous nommez, vous prenez, vous mettez des suppléants, vos membres des familles, ainsi de suite, des gens qui n'ont pas combattu avec vous. Il faut dire que c'est un problème culturel. Allons-y. Ce n'est pas un problème politique, c'est culturel. C'est culturel, c'est-à-dire... Vous voyez seulement dans toutes les églises, quand le père s'en va, il laisse la gestion de l'église. Exactement. Dans plusieurs églises en tout cas. Dans toutes les églises pratiquement. Les pasteurs préparent la succession de l'église pour son fils. Exactement. Sinon, c'est pour un membre de sa famille. Donc, c'est un problème culturel. Vous allez dans les orchestres, c'est la même chose. Dans les associations, c'est la même chose. Mais j'ai dit, des réformes, c'est bien. Mais ils l'ont fait pourquoi, ceux qui ont fait ça? Allons-y. Ils l'ont fait parce que ce n'était pas interdit. Ouais. Ce qui n'est pas interdit est permis. Exactement. Seulement, ça relève un peu de l'éthique et de la moralité. Ça touche à l'éthique et à la moralité. Là, prendre votre épouse, votre enfant, vous remplacer, ça touche à l'éthique. Mais moi, j'ai une autre notion par rapport à la suppléance. Pour pallier à cette situation, par exemple, vous partez aux élections. Le candidat député national n'a pas besoin d'un suppléant. Sur la liste, le parti politique aligne 14 personnes, par exemple pour le Conga. On prend l'exemple, 14 candidats. Mais tous les autres partis politiques alignent aussi des candidats. Exactement. Lorsque celui qui a été élu est promu à un autre poste, par exemple au gouvernement,
moi je pourrais même suggérer que la personne qui vient après soit Après, le deuxième qui a été élu sur la, non la pas liste. seulement sur la liste du parti, Ah, d'accord. mais c'est lui qui arrive, même le deuxième, qui soit même de notre Au parti niveau de politique. la circonscription. Au niveau de la circonscription. Ah, d'accord. Le deuxième au Une niveau de bonne la proposition. circonscription, parce que la population s'identifie à celui-là. Exactement. Vous avez été élu au nombre de 5. Ouais, une bonne proposition en tout cas. Ouais. Donc moi j'ai dit, bon ok, parce que le problème c'est quoi? C'est que avec nos suppléances, la population ne s'identifie jamais à la personne qui prend la suppléance lorsque l'élu va ailleurs. Mais on dit qu'on vote... Dans les normes des réformes, on peut aussi envisager... On dit qu'on vote les candidats et les suppléants. C'est vrai qu'on ne présente pas dans les campagnes les suppléants, mais on dit que quand on vote l'élu, on vote également ses suppléants. Non, ça c'est la loi. Mais la plupart des cas, les suppléants ne sont même pas connus. Oui, c'est ça. Vous allez battre campagne chez vous là-bas, au Maniema, votre suppléant sur la liste réside ici à Kinshasa, il n'a jamais été au Maniema. Hein? Ça veut dire que la population de Maniema ne connaît même pas votre suppléant. Vous voyez? Donc moi j'ai dit, il faut que la suppléance soit assurée par des personnes qui ont été aussi candidats au même titre que vous, qui ont été sur terrain et qui arrivent en second lieu après vous. Donc, ça peut être aussi une proposition qui peut être apportée par un des députés ou des regroupements politiques ou regroupements qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, j'ai dit, c'est bien, les réformes, c'est bien, c'est pour améliorer. Parce que beaucoup de gens ont dénoncé cette pratique qui, comme j'ai dit, touche à l'éthique et à la moralité. Et beaucoup de gens ne l'ont pas pris positivement en tout cas. Moi je suis pour que cette suppléance-là des liens biologiques puisse s'arrêter. Mais seulement comment identifier aussi? C'est ça également. Par quelle méthode Je sais, tout est possible ici. On peut changer même des noms pour ça. Mais justement, mais comment vous allez procéder? On peut changer même les noms. Vous allez faire des tests ADN, c'est ça, vous allez faire, je sais pas, des tests, je sais pas, des sangs, je ne sais pas comment vous allez procéder. Il ne suffit pas de dire, bon, ne prenez pas votre fils, ne prenez pas votre épouse, mais il peut prendre son cousin qui n'a pas le même nom que lui. Oui, c'est ça. Il peut prendre son ami. En fait, comment procéder pour identifier cela? Comment procéder? C'est la plus grande question. Comment savoir que telle personne qui me remplace est mon fils, telle personne est mon épouse? Parce que vous pouvez aussi remplacer, vous pouvez mettre votre concubine qui n'est pas votre épouse, vous pouvez mettre votre copine qui n'est pas votre épouse. Des sous-mamans. Mais c'est toujours vous qui continuez à avoir les regards sur les sièges alors que vous êtes parti. Cela n'est pas la méchanceté, c'est pas l'inconscience de nos acteurs politiques qui ne pensent qu'à l'air bien. Moi, je suis plutôt pour le fait que celui qui se présente à l'élection présidentielle ne se présente pas à d'autres niveaux. Ah, d'accord. Vous êtes candidat président de la République, vous ne postulez plus comme candidat député national, candidat député provincial, candidat jusqu'au niveau le plus bas. Il faut être candidat la limitation à un des seul niveau. scrutins. Mais pour la suppléance, parce que là c'est aussi une question de confiance, il faut rappeler. On peut dire que ça touche à la moralité. La loyauté. La loyauté, elle est d'abord familiale. Oui, c'est ça. En politique, on dit la loyauté plus que la compétence, en tout cas. Voilà, moi je dis, il faut laisser il y a plus d'intelligence que nous, il y a des sociologues à l'Assemblée nationale qui peuvent mieux penser que nous. J'ai dit, c'est aussi une question de confiance. La personne qui vous remplace ou la personne qui est votre suppléant, vous ne connaissez même pas ses intentions sur vous. Donc c'est très dangereux aussi de placer quelqu'un parce que seulement les partis vous l'a imposé. Vous ne connaissez pas sa personnalité, c'est très dangereux aussi. On voit ça dans des cabinets, non? Des ministériels. Si X est nommé ministre, les partis, en tout cas, certains partis politiques imposent même les DIRCAB. Les DIRCAB, les DIRCABA. C'est différent parce que là, c'est un poste de nomination. Ah, d'accord. Mais le poste de député, c'est l'élection. C'est les députés. La loi impose aux députés de choisir son suppléant. Voilà. Ce n'est pas le parti politique qui impose un suppléant à un député. Mais dans un parti... Les candidats députés désignent lui-même son suppléant. Comme on a dit, c'est une question relationnelle aussi. C'est une question de loyauté. Vous ne pouvez pas m'imposer un suppléant qui ne voit pas les choses comme moi, que je ne connais pas. Essayons un peu de réfléchir, Chris. Dans un parti où c'est les partis qui payent la caution, qui payent la campagne, ainsi de suite, ça ne peut pas se faire. Le parti peut payer la caution, mais je n'ai vu aucun parti payer les frais de campagne électorale à la dimension de la campagne. Non, mais vous savez, moi j'ai été candidat en 2018. J'ai dépensé pratiquement 50 000 $ pour la campagne électorale.
Sérieux, 50 000 50 000 dollars pour la Voilà. campagne. Mais je n'ai reçu que 2 000 dollars de mon regroupement politique pour la campagne. Donc les 48 Donc voilà. 000 dollars à vous seul. Mais Ouais. vous êtes candidat à Lukunga avec 7 communes. Ouais. Une 7 grandes circonscription, communes même. Une circonscription avec 7 grandes communes. Ouais. Avec 2 000 dollars, vous n'imprimez que les affiches. C'est fini. Merci beaucoup, Chris Donc Mukendi. voilà un peu. Ouais. Je crois que la responsabilité du choix Ouais. du suppléant doit revenir au candidat député lui-même. Mais bon, sur les liens de filiation familiale, c'est discutable. Ouais. J'ai dit, comment reconnaître que c'est son fils? Ouais. Parce qu'ils portent les mêmes noms. Il y a des fils C'est qui ça, ne les portent pas grands les mêmes noms. Exactement. Mais connaissant les Congolais aussi, on est tellement malin qu'on va D'échanger commencer à les noms. changer les noms des enfants. C'est très facile, Hein, à la- tout simplement pour que les gens ne soupçonnent pas. À l'état civil, oui. Merci beaucoup. En tout cas, on continue. Nous sommes en direct. Je vois déjà vos messages. Je lirai ça un par un. 082 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. En plus, comme je disais, en plus de la proposition de la loi Lokondo par les députés membres du G13, portée par Jacques Joly, qui sera soumise, en tout cas c'est mercredi, comme texte de base, 3 autres propositions de loi et plusieurs autres amendements ont aussi été soumis à l'Assemblée nationale et seront utilisés comme texte d'enrichissement. Les grandes innovations, la proposition des lois électorales du G13, dite la loi Lokondo, a pris en compte les avis de toutes les tendances de la classe politique, mais aussi de la société civile. Elle propose donc plusieurs innovations pour corriger les irrégularités constatées au cours des élections de 2018. Ces innovations touchent principalement la transparence du processus de vote au mode de scrutin et à la certification des résultats. C'est là même également le problème aussi, Chris Mukendi. On constate que des gens qui sont élus ne sont pas plébiscités, si je pourrais dire, comme ça. Quand la CENI publie, la population constate que les gens que la population a voté ne figurent pas. Comment certifier les résultats, authentifier même que non, les résultats que la CENI dit, c'est ça les résultats, que c'est ça, que ce sont ces gens-là que la population a voté? Mais là, c'est le système électoral que nous avons opté aussi. Lorsque on impose les seuils et que au niveau de la circonscription, il y a un meilleur élu qui a par exemple 15 000 voix, mais et que son parti politique n'atteint pas les seuils, il est clairement établi que la population ne va pas s'identifier dans celui qui sera désigné. Exactement. Il verra celui qui avait 15 000 voix. Malheureusement pour cet élu-là, son parti politique n'aura pas atteint les seuils. Et ça veut dire que il ne pourra pas participer, prendre part, siéger à l'Assemblée nationale. Oui, exactement. Donc, tout dépend du choix que nous allons faire. Donc, moi je crois, s'il faut que la population s'identifie dans ses élus, il faut d'abord commencer par supprimer les seuils. Parce que si on impose encore les seuils, ces genres de contestations vont encore arriver. Donc on doit supprimer les seuils. Non, mais justement, il faut choisir un autre système électoral où on va à la proportionnelle. Mais on disait que parce qu'avec la proportionnelle, on sait identifier la personne qui a été élue. On disait que c'est... Il y a des gens qui ont obtenu 300 voix, qui siègent à l'Assemblée nationale, au détriment de ceux qui ont eu 15 000 voix. 15 000 voix, oui. Je sais. Voilà. C'est une injustice il y a des gens qui a qui ont été voulue par la loi. Et la loi il y a de ceux qui ont 7 000 voix, mais qui ne siègent pas. Moi, j'ai fait plus de 6 000 voix. Mais... Plus de 6 000 voix à Lukunga, mais je ne siège pas. Voilà. Il y a des gens qui ont eu 300 voix. 300 voix qui siègent. 250 voix. Babendi. 400 voix. Babendi. Qui siègent à l'Assemblée nationale. Donc, il faut choisir les cycles électoraux qui permettent à ce que la population s'identifie dans ses élus. Donc, moi, je crois, la proportionnelle qu'on a eu à avoir en 2006, en 2011, ça a permis à ce que la population s'identifie clairement dans ses élus. Mais Chris Mukendi, c'est vrai, parmi elles, il y en a d'autres, en tout cas, les remplacements du seuil électoral par une condition de recevabilité des listes au prorata des 60% des sièges en compétition. Et qu'est-ce que vous pourriez expliquer, parce que c'est une réforme ajoutée, en tout cas, dans cette loi. On dit ceci, les remplacements du seuil, on remplace le seuil électoral par une condition de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges en compétition. C'est là, moi, en tout cas, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous avez... Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. 60% de seuil. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a combien de sièges? 500. 500, oui. Donc, votre liste doit avoir la capacité, la liste électorale, la liste de partis politiques, doit avoir la capacité de couvrir 300. Ah, d'accord. Ça représente, 300, ça représente le 60%. Oui, le 60%, oui. Parce qu'il y a des listes de partis politiques qui déposent, ils déposent la liste, c'est la condition de recevabilité. Oui. Vous déposez une liste avec 50 candidats députés. Ah, d'accord.
Donc à peine 10% de la représentation nationale. Ah, donc si je comprends bien, les partis politiques doivent aligner voilà. Plus de 300 candidats. Voilà. Ah, d'accord, je comprends. C'est ça que ça veut dire, 60%. Ah, d'accord. Au lieu du seuil, on fait ça. Au lieu du seuil. Ça, c'est une proposition qui a été faite. Et je trouve que c'est une très bonne proposition. Ah, d'accord. Qui permettra à ce que le parti politique... Parce que le parti politique peut aller jusqu'à aligner 500 candidats. Il faut que le parti politique, selon la loi, aligne les candidats conformément au nombre de sièges à occuper à l'Assemblée nationale. Donc, par exemple, à Lokunga, s'il y a 14 sièges, mon parti politique AFDC aligne 14 à Lokunga. Si à Tchangou c'est 18, il aligne 18. Si à Moamba c'est 15, il aligne 15. Et jusqu'à l'intérieur du pays. Donc ça fait que le parti politique peut aller jusqu'à aligner 500 candidats. Mais vous savez, il n'y a aucun parti qui a réussi à aligner autant de candidats. Je crois que le plus grand parti qui avait aligné jusqu'à 400 ou 450 sièges, je crois que c'était les PPRD, suivis de la FDC. Donc, aucun parti politique n'est implanté à la hauteur de pouvoir aligner les candidats à tous les niveaux et 500 conformément à la représentation nationale. Mais la loi, maintenant, cette proposition demande à ce qu'il y ait au minimum au moins 60%, 60%, mais on fait tomber les seuils. Et je pense que c'est raisonnable. Exactement, je pense que vous êtes en train de nous suivre en tout cas. Nous sommes en train de décrypter cette proposition des lois électorales portant modification de la loi électorale. Très bonne idée de la part de l'invité qu'on fasse comme aux États-Unis lors des élections présidentielles, les candidats présidents à un colistier. Cela peut se faire aussi pour les candidats députés. Je pense que vous êtes en train de comprendre ce que nous sommes en train de parler, parce que tant que politicien ça la on explique à bino un terme simple, tant que recevabilité on a 60%, vous ne comprenez pas de la liste. Là Chris Mukendi a expliqué ce que cela veut dire. Alors on prend l'interdiction des cumuls des candidatures, c'est ce que nous avions parlé là, l'interdiction des cumuls des candidatures, c'est-à-dire qu'une personne ne peut pas en tout cas postuler à tous les niveaux. Il postule comme Sami Badi Banga, comme Martin Fayoulou. Martin Fayoulou était lui-même candidat exactement, candidat député national. Mais non, tu n'es pas élu président de la République. Vous commencez à contester. Mais le monsieur il a été plus élu comme député que comme président de la République. Mais le monsieur qui a fait plus pire, c'est Sami Badi Banga jusqu'au Sénat. Président de la République, députation nationale, provinciale, sénateur. Mais il a l'argent. Maintenant qu'il y a des réformes, je crois qu'il faut appliquer cela. Exactement. Mais je pense aussi que cette réforme aura du mal à passer parce que nous avons une Assemblée nationale remplie de personnes qui ont suppléé à leurs grands frères, à leur papa, à leur mari. Tu vois, quand vous avez déjà cette Assemblée nationale qui est composée de cette manière-là, ces genres de propositions auront du mal à passer aussi. C'est ça malheureusement. Des gens qui peuvent en tout cas faire passer. Ça sera en leur défaveur. C'est pourquoi les téléspectateurs ont dit qu'il a suivi Ngoïka Sanji dans une chaîne. Il est contre. Il est contre. Merci beaucoup en tout cas. Là on vous provoque avec Chris Mukendi. Bonjour les débats. Monsieur Mukendi prouve qu'il est vraiment fanatique des Bahati. Et Félix, c'est pour cela qu'il défend les pouvoirs. Monsieur Matondo. Bon, c'est la loi là. On est en train de parler de la loi. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Je dois lire vos messages. En tout cas, aujourd'hui, je vous ferai plaisir. Je sais qu'il pleut à la maison. Vous n'avez que ça comme élément d'information. En tout cas, Grammy, Chris Mukendi n'a pas les yeux de voir que les députés du FCC ont fait la politique comme leur carrière. Donc, un député peut rester à l'Assemblée nationale jusqu'à sa mort. Ce qui complique la création des lois, ce sont les anciens députés. Il dit qu'il y a des anciens députés qui ont fait de la députation leur carrière. Et ce sont ces gens qui compliquent, en tout cas, les votes des lois. Carrière, non. Il faut dire que nous sommes à notre 3e cycle électoral. C'est-à-dire que la transition, il était député, 2006 député, 2009. La transition, c'était une désignation. Il faut d'abord rappeler les contextes, parce que la transition, c'était une désignation au niveau des composantes politiques. Là, il faut comprendre. Mais les cycles électoraux normaux, nous les avons connus à partir de 2006. 2006, Donc, s'il faut considérer qu'il y a des gens qui ont fait une longévité à l'Assemblée nationale, il faut dire qu'ils ont pratiquement 15 ans à l'Assemblée nationale. Mais c'est beaucoup déjà, Chris Mukendi, non ? Non, c'est beaucoup, mais la loi n'a pas interdit non plus. C'est ça. Vous voyez, lorsque la loi n'interdit pas à ce que quelqu'un soit
Par exemple, pour être candidat, pour être président de la République, on dit le nombre de mandats est de deux fois. Mais ça n'a pas été dit pour les députés, pour les sénateurs, ça n'a pas été dit. Donc on ne peut pas empêcher à quelqu'un de siéger à l'Assemblée nationale dans toutes les législatures aussi longtemps qu'il n'y a pas une loi qui lui interdit de le faire. Et il y a par exemple des députés comme Deli Sessanga, qui est à l'Assemblée nationale depuis 2006. Il y a des gens, Lucien Boussa, qui sont là depuis 2006. Hein? Et tout dépend aussi de la légitimité ou du soutien que la base vous apporte. Il y a des gens qui sont portés par leur circonscription, qui sont comme des icônes chez eux. Vous n'allez pas leur interdire alors que la base les sollicite, les plébiscite comme leurs représentants à l'Assemblée nationale parce qu'ils estiment qu'ils sont les meilleurs. Vous n'allez pas leur interdire de postuler. Merci beaucoup Chris Mukendi. Là nous avions déjà évoqué cela, déporté comme suppléant un membre de sa famille et ainsi que l'abandon de la proportionnelle. Quand on dit l'abandon de la proportionnelle, c'est quoi? Ah bon, c'est ce que vous aviez expliqué là, l'abandon de la proportionnelle. Non mais vous savez après l'étape du seuil vient l'étape de la proportionnelle. Ah d'accord, c'est quoi? Parce que normalement lorsque une liste atteint les seuils, la liste est qualifiée. Voilà. Mais après la qualification de la liste, il faut la deuxième étape, maintenant, c'est l'étape de la proportionnelle pour désigner des personnes qui devront siéger à l'Assemblée nationale. Donc je crois que la proposition va dans le sens de supprimer aussi, comme on supprime les seuils et sa proportionnalité, il est clairement indiqué que le système qui sera arrêté doit être un autre système. Alors, quand on dit, là c'est bon, l'adoption du scrutin majoritaire simple, expliquez un peu à la population. On dit déporter comme interdiction de porter suppléant un membre de sa famille ainsi que l'abandon de la proportionnelle et l'adoption du scrutin majoritaire simple. Ça devient trop technique. Je crois qu'une majorité simple, il faut le calculer en rapport avec le nombre des enrôlés dans un coin. Mais aussi, non seulement le nombre des enrôlés, mais le nombre de participants aussi au vote. La majorité simple, c'est la moitié plus 1. Ah oui, exactement. Donc quand on parle de majorité simple, c'est la moitié plus 1. Quand on parle de la majorité absolue, il faut aller au-delà. Il y a également une autre réforme. La distribution de l'argent et des biens de valeur aux électeurs est aussi prohibée. Et comment est-ce que cela va s'appliquer? Et qu'on interdit aux candidats de distribuer lors de la campagne, en tout cas des polos, de l'argent, pour avoir les voix de la population? En fait, nous sommes dans un environnement, un pays pauvre, où la population... est paupérisée pratiquement. La population est paupérisée, mais aussi la population ne vient pas parce que vous avez un beau discours. C'est parce que vous... C'est ça notre vérité. Vous avez des mains faciles. La population qui vient écouter votre discours s'attend à la fin de votre discours que vous lui donnez, je sais pas, 5 000 francs pour les transports. C'est ça la vérité. C'est la réalité. C'est la réalité de notre environnement. Il ne faut pas proposer une loi qu'on sera incapable de pouvoir exécuter. Mais c'est de l'anti-valeur, on doit interdire ça, on doit lutter contre ça, non? Moi, je suis en train de décrire notre environnement. Je ne soutiens pas ces pratiques, que je considère comme anti-valeurs, mais nous sommes en face d'un peuple qui a été, qui croupit dans la misère. Lorsque vous organisez une manifestation comme ça, de grande envergure, un meeting populaire, quand ils viennent, il faut pas nous mentir à nous-mêmes. Que ça soit à l'opposition ou à la majorité, tous les cycles passés, on a vu et l'opposition et la majorité procéder de la même manière. Exactement. C'est pratiquement tous les candidats. Voilà. Bon, si c'est une loi qui est à part Basile Olongo qui pourrait faire exception. Je ne sais pas. J'ai vu qu'il avait fait une sorte de mutuelle. En 2000, oui, je vois. En 2011, oui. Lui, il percevait même l'argent de la population. Donc, contrairement aux autres qui donnaient, lui, il prenait l'argent du peuple. Basile n'a pas population. Je vous l'ai dit sincèrement. Je ne sais pas si cette mutuelle-là, si ça continue. Ah non. La population est tellement en colère. Bon, on prend cela, les votes électroniques, la dimension genre, l'obligation de publier la cartographie électorale et les résultats bureau par bureau sont aussi prises en compte. Les votes électroniques, vous pensez qu'on doit continuer avec ça, la machine à voter? Qu'est-ce que vous pensez? On doit retourner avec les bulletins papier? Lorsque vous me posez la question, je me dis, est-ce que c'est comme quelqu'un qui demande, est-ce qu'on doit retourner dans la télévision à Dikosi, ou bien tout c'est dans l'écran plat, on doit retourner dans Nokia 3310, ou bien tout c'est dans Android. C'est ça l'évolution aussi.
ça permet la rationalité du vote, mais aussi ça réduit les temps. Hein. Je crois que la machine à voter a été simplement diabolisée à l'époque par l'opposition, mais je crois que... À l'époque, vous étiez à l'opposition, non? Ben oui, mais je n'ai jamais diabolisé la machine à voter, moi. Hein? Mais il y a un groupe de gens qui avaient diabolisé la machine à voter, qui ont dit jusque même la veille des scrutins qu'il ne fallait pas voter avec cette machine, mais qui aujourd'hui revendiquent la victoire avec la machine à voter. Donc il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Je crois qu'avec la modernisation aujourd'hui, il est clairement indiqué et établi qu'on ne peut pas se passer de la machine à voter. Voilà. Merci beaucoup, Chris Mukendi. Les invités, soit les téléspectateurs sont des rois ici. C'est vrai que c'est une question qui ne cadre pas avec l'actualité du jour, mais j'ai la pose, du moins à Chris Mukendi, parce que vous aviez pris votre temps, en tout cas, de suivre l'émission. Cher ami, rien à voir avec le sujet du jour. Heureusement que vous aviez mentionné cela vous-même. Demandez un peu à l'invité sur l'accord du Royaume-Uni et le Rwanda, l'accueil des réfugiés au Rwanda. Est-ce qu'on ne court pas les dangers de voir ces gens-là se déverser ici, chez nous? C'est vrai qu'il y a un accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda pour les réfugiés, que le Rwanda puisse recevoir, s'il y a des réfugiés anglais au Rwanda, également des réfugiés rwandais au niveau du Royaume-Uni. Les téléspectateurs posent la question, quel est votre avis? Est-ce qu'il ne craint pas que parfois les réfugiés anglais pourraient en tout cas se déverser ici, ou soit des Anglais pourraient, si je pourrais dire, se masquer sous forme des réfugiés pour essayer un peu d'entrer dans notre pays pour piller, et ainsi de suite? Je crois que le Rwanda a son territoire, les Congos a son territoire. Mais nous savons que nos frontières sont poreuses. Voilà, le Rwanda a ses territoires. Vous savez, lorsque nous parlons de ce genre de questions, je me dis, mais est-ce que les gens pensent que quelqu'un peut venir chez vous, il s'établit comme ça? Comment ils s'établissent? Il vient avec du ciment, il vient avec des moellons, il construit une maison ils sont là, sur son territoire. Ils sont là, non? Non, je crois que parfois on aborde très mal ce genre de questions ou notre approche. La crainte est légitime, nous savons tous que nous sommes filtrés ici. Je dis seulement que le ici. Rwanda, c'est un pays souverain. Il peut décider de ce qu'il veut faire de son pays. Quant à nous, ici en RDC, de pouvoir prendre des mesures. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie pour continuer à piller notre pays? Parce qu'on sait tous que si je prends le Royaume-Uni, il y a des entreprises, en tout cas anglaises, qui sont installées ici, qui font, disons-les clairement, qui feraient des exploitations illicites. Je ne vois pas des entreprises passer par de situations humanitaires comme mais ils sont là, hein? Je ne voudrais pas entrer dans des supputations, des suppositions, des hypothèses. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Mais qu'est-ce que la RDC peut prendre comme mesure de garde pour éviter cela? Non, moi j'ai dit, le Rwanda a son territoire, les Congos. La RDC peut faire quoi alors? Mais le Congo, pour éviter cela, on a des services qui veillent sur l'intégrité de nos frontières. Ouais. Hein, donc voilà. Mais j'ai dit, on n'entre pas chez quelqu'un comme ça, vous entrez, vous commencez à bâtir. Non mais comment ça se passe? Comment vous pouvez les justifier? Hein? Ce sont des craintes qui ne devraient même pas être pensées, je crois. Hein? Moi j'ai dit, le Rwanda peut s'occuper de son pays, il peut décider de ce qu'il veut faire de son pays, parce que cette demande-là, je ne sais pas, il les met où? S'il les met chez eux là-bas à Kigali, pourquoi on va avoir peur? Parce que on va avoir peur parce que nos frontières sont poreuses. Je ne pense pas. Merci beaucoup en tout cas, vous nous suivez. Si vous me voyez toucher mon téléphone, c'est parce que je suis en train d'essayer un peu de voir les messages que je pourrais lire, de sélectionner des messages. En tout cas, ne soyez pas frustrés parce que je dois lire vos messages. Chris Mukendi, c'est vrai que nous tendons petit à petit à la fin, mais nous prenons que la régie nous prépare un peu les images de la RVA à grève des 6 mois. Il y a également les personnels soignants Covid-19 qui ont plus de 10 mois derrière des salaires, des primes, ainsi de suite. Aujourd'hui, ils m'ont dit qu'ils vont assiéger l'INRB. Hier, ils étaient, je pense, à l'IGF, ils ont déposé un mémo. Vous ne cessez de m'écrire, en tout cas, j'ai transmis les messages depuis toujours. Les personnels soignants, c'est papa, c'est maman qui ont souffert, en tout cas dans des conditions pratiquement difficiles pour soigner. Aujourd'hui, si nous avions essayé un peu de vaincre, si je pourrais dire comme ça,
via la pandémie Covid-19. C'est grâce à ces mamans et ces papas qui aujourd'hui sont payés en monnaie des singes, plus de 10 mois impayés. Ces mamans nous écrivent, mais saisissent à tout moment. Hier, ils m'ont appelé plus de 10 fois. Ils ont failli même pleurer pour me dire, Gramik les grands, on vous suit tous les jours. Essayer un peu de porter notre voix à la place publique. C'est ce que j'ai fait. En tout cas, les autorités, faites quelque chose, et également du côté de la RVA. La régie va nous préparer les images de la RVA. Mais avec Chris Mukendi, on prend Didier Bidimbu qui est relâché. Jusqu'à présent, les conditions de son interpellation à l'ANER ne fuitent pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Chris Mukendi, là-dessus étant que politique? C'est vrai qu'on parlerait d'une situation des paiements, des perceptions indues à la hauteur de plus de 260 millions de dollars. Si vous avez des informations contraires ou soit, qu'est-ce que vous pourriez dire, analyser sur cette situation? Je ne commente pas la rumeur. Ouais. Mais c'est un fait, il est interpellé. J'ai suivi. Moi, je commente ce qui est officiel. Ouais. Je ne veux pas faire de la polémique sur ce que racontent les journalistes. Je ne connais pas leur relation avec les ministres. Vous savez, parfois, il y a beaucoup de faux dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'intox, il y a beaucoup de fake news. Mais j'ai suivi ce matin son porte-parole qui dit qu'il devrait être entendu en rapport avec la situation des pétroliers, de ravitaillement, en ce qui concerne la pénurie, la pénurie des carburants dans le pays. Et l'ANER, c'est l'Agence nationale de renseignement. Il ne faut pas prendre l'ANER comme un service des brimades. Malheureusement, c'est l'idée que nous avons de l'ANER. Nous avons une image de l'ANER comme un service non humanitaire, mais alors c'est un service de renseignement. Donc lorsque le service a besoin de renseignements, il peut faire appel à la personne indiquée, la personne qui peut leur apporter des informations fiables sur ce qui se passe. Donc j'ai entendu dire que le ministre est en liberté. Il n'a pas été, il a été auditionné en rapport avec la situation du carburant, mais il est chez lui à la maison. Exactement. Donc, je ne commente pas la rumeur Didier Boudimbo est là, les ministres en tout cas. Mais bon, en fait, nous devrions expliquer, selon les informations, comme Chris a dit, selon les proches du ministre, on a interpellé les ministres compte tenu à ce qui s'est passé. C'est vrai que les gens disent que l'ANER c'est plus pour la sûreté, mais ce qui s'est passé en tout cas pourrait amener à un soulèvement de la population. Quand il y a grogne, il n'y a pas de carburant, ainsi de suite. Les ministres, selon ses proches, devraient être interpellés pour expliquer la situation. Et le ministre a fourni ses éléments de défense. En tout cas, le ministre a été relâché. Cela, je crois que c'est l'institution aussi habilitée à entendre les ministres, c'est l'Assemblée nationale. Oui. Il faut que l'Assemblée nationale, à travers un débat ouvert, une interpellation, une question orale avec débat, puisse chercher à écouter les ministres, mais la situation elle est aussi mondiale. Il faut rappeler que la situation elle est mondiale. C'est juste pour permettre un exercice démocratique qui rende compte, parce que les devoirs de redevabilité veut que la population sache effectivement ce qui se passe. Donc, à travers l'Assemblée nationale, si l'initiative venait être prise dans le sens d'auditionner les ministres, ce sera aussi une bonne chose. On ne parle pas d'émotion alimentaire. Exactement. Là, un téléspectateur écrit ceci. Sur RFI, on avait dit qu'il était en contact avec un sujet israélien qui est suivi par l'ANER. Là, moi, je ne sais pas comment commenter. Beaucoup d'émissions, en tout cas. Là, on revient encore, oui. C'est vrai, mais on finit avec Didier Chris. J'ai vu sur les réseaux certaines personnes avancer leur inquiétude en disant que hier c'était l'IGF qui inquiétait, selon leurs termes, en tout cas qui inquiétait les ministres. Aujourd'hui c'est l'ANER, après avoir interpellé, il y a le monsieur aussi François Béat, il y a Didier Boudimbo. Apparemment, selon eux, les institutions de la République ne savent plus leurs prérogatives. Qu'est-ce que vous pourriez dire, expliquer à ces gens qui pensent que ce n'était qu'un acharnement ou soit une histoire pour essayer un peu de déranger les ministres? Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand ils font la comparaison, ils parlent de l'ANER, tout ça, mais l'ANER, à l'époque du régime passé, interpellait qui? Les opposants. Personne qui était à la gestion du pouvoir n'a été interpellé une seule fois.
Voilà la différence déjà. Lorsqu'on interpelle un ministre en fonction, pas un ministre honoraire. Lorsque vous parlez de François Béat, un conseil spécial du chef de l'État, en fonction. Les numéro 1, les patrons de la sécurité. Voilà, des choses qu'on n'a jamais connues dans ces pays, et ce sont des choses assez... Donc ce n'est pas un acharnement, ce n'est pas que les institutions ne savent plus leurs prérogatives. L'acharnement, je l'ai toujours pris dans le sens que vous le faites vis-à-vis d'un opposant. Quand c'est le pouvoir qui s'auto-évalue, c'est une très bonne chose. Donc voilà, on n'attend pas que l'opposition interpelle le pouvoir pour leur demander de faire leur travail. Mais la machine étatique elle-même interpelle les concernés pour demander des renseignements sur ce qui se passe. C'est une chose à saluer. Merci beaucoup, Chris Mukendi. Nous poursuivons. En tout cas, bonjour. Je profite de la question posée par les précédents par les téléspectateurs qui a posé la question pour parler de l'accord du Rwanda et le Royaume-Uni. Est-ce que le Rwanda ne va pas commencer à installer les réfugiés britanniques en RDC, un pays que nous considérons faible dans les domaines que l'invité nous dise un peu? L'invité a parlé de ça déjà. Votre crainte, l'invité a dit ceci, j'ai fait les relais de ce qu'a dit Chris Mukendi. Le problème n'est pas au niveau du Rwanda, que la RDC prenne en tout cas ces mesures de garde, prenne des mesures pour que cette situation n'arrive pas, pour que le Rwanda ne parvienne pas à infiltrer notre pays avec ces réfugiés anglais. C'est ce que Chris Mukendi a dit. On poursuit l'émission Chris Mukendi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages. Merci beaucoup pour votre attention. Si la régie est prête, elle nous balance les images là de la RVA parce qu'ils m'ont saisi depuis hier en tout cas. Je n'ai pas eu le temps de diffuser cela parce que c'est ça. Je pense là c'est au niveau de la direction générale de la RVA ici vers le plan budget. Merci beaucoup, nous sommes de retour au Grammic l'écran a diffusé avec l'image de c'est ça. Hier, les agents de la RVA m'ont dérangé pour ça. Il fallait que je diffuse ça hier. Et je l'ai fait aujourd'hui. Chris Mukendi, quelle réaction? L'union sacrée des grones partout. Les gens espéraient en tout cas, les gens quand Félix Antoine Tshisekedi a accédé à ses fonctions comme président de la République, les gens espéraient. Mais c'est une désolation totale. Partout, il y a des grèves, 6 mois au niveau de la RVA. Il y a déjà rupture d'avions, ça pose problème. Là, maintenant, ce sont les travailleurs, 6 mois d'arriéré. Qu'est-ce que vous pourriez dire en tout cas? Ils vous suivent en tout cas, ils sont là. Ce que je voudrais dire ici, c'est que dans chaque secteur de la ville nationale, il y a un gestionnaire. Au niveau de la RVA, je crois qu'il y a un directeur général, un comité de gestion, tout ça. Mais il y a un responsable politique qui est le ministre de Transport. Et je note que le ministre des Transports est en train de faillir en rapport avec ses attributions. Partout où il y a le ministre des Transports, l'actuel ministre des Transports, on note... Par exemple, à Logefrem, on a connu une crise à Logefrem. Une crise extraordinaire à Logefrem. Il y a aussi une crise qui est constatée au niveau de l'OEBK. Je ne sais pas si vous connaissez l'OEBK. L'OEBK, c'est quoi? C'est une structure qui s'occupe de la gestion du pont Maréchal. Ah, d'accord. C'est encore le ministre des Transports. Et là, c'est... Chéribin Okende. Chéribin Okende. Si je parle de Chéribin, s'il vous plaît, Chris Mukendi, si je parle de Chéribin Okende ici, ces services de communication vont m'attaquer. C'est ce que j'ai vu, mais je dois en parler. Ils m'ont attaqué sévèrement. Allons-y. Laissez-moi parler à votre place. Donc, vous avez un ministre comme ça qui vient d'un regroupement politique qui a clairement dit qu'ils ne partageront pas les bilans de Tshisekedi. Ensemble,
Ils disent tout ce qui se passe là au gouvernement ne nous concerne pas. Même si ce sont nos ministres qui créent tout ça, même si nos ministres sont incapables de gérer les secteurs, même si nos ministres n'arrivent pas à apporter des solutions, nous qui les avions désignés pour nous représenter là-bas, on ne veut pas prendre la responsabilité. Voilà cette malhonnêteté politique que nous ne voulons pas voir dans les chefs des responsables politiques. Les bilans de Tshisekedi, c'est tout ça. Il faut prendre ses responsabilités. Et je crois que les amis de l'ensemble, à la place de chercher de manière globalisante à juger le mandat de Tshisekedi, ils devraient commencer d'abord par juger les secteurs qu'ils ont eu à gérer pendant le mandat de Tshisekedi. Mais Chris Mukendi, est-ce qu'on doit... Donc, des grèves comme ça, il faut vraiment en finir. Mais j'en appelle aussi à la responsabilité du Premier ministre, qui doit, en tout cas... Et la responsabilité du DG, Chris Mukendi, parce que là-bas, on parle plus du DG. À la RVA. Non mais les DG, on dit qu'il est incapable. Les DG, c'est l'administration interne, mais il y a un responsable politique qui doit répondre de cela. Je crois que c'est le ministre des Transports qui devra prendre, en fait, ces leaderships-là. Il a ces leaderships politiques en ce qui concerne tous les secteurs des transports dans les pays. C'est à lui de pouvoir aussi imprimer sa ligne de conduite pour pouvoir faire taire cette grève-là. 6 mois... 6 mois sans salaire. Qui peut vivre 6 mois sans salaire? Exactement, des pères de famille. Ce sont des pères de famille, de mères de famille, ce sont des responsables qui font étudier leurs enfants, qui doivent faire soigner leurs enfants, qui doivent payer les loyers. Je crois qu'à un certain moment, il faut mettre de l'humanisme dans la gestion de l'État pour que chaque Congolais puisse se sentir à l'aise là où il est. Il ne faut pas pousser tous les Congolais à venir faire la politique pour chercher l'argent. Pas du tout. Alors, Chris Mukendi, dites-nous, qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent le gouvernement de la République démocratique du Congo de se prendre en charge? Il n'y a pas de réflexion, les sociaux du peuple, tout est bloqué. Qu'est-ce qui se passe, Chris Mukendi? C'est vrai que ça sort un peu parmi les sujets qu'on avait alignés, mais quand vous nous écrivez, je pose à Chris Mukendi, qu'est-ce qui bloque le gouvernement? Les sociaux, le peuple se plaint. C'est ça la question qu'on vous a posée ici. Non, mais moi je crois que le travail est fait et le travail est en train d'être fait. Nous ne sommes pas un pays détaché du monde entier. Nous vivons avec les autres. Donc lorsqu'il y a une crise mondiale qui affecte tous les États du monde, c'est normal que ça nous affecte aussi. Mais je crois qu'il y a des politiques internes qui devront être favorisées pour permettre à ce que notre production intérieure couvre des besoins sociaux de base. Notamment des questions en rapport avec l'agriculture. Mais je dis, je crois que le gouvernement est là pour apporter des solutions. Donc, voilà, secteur par secteur, je crois qu'il y a une petite évolution. Et Chris Mukendi, vous pensez que la population consomme ces discours quand vous dites comme ça? La réalité de la population, quand vous parlez de la population, je suis d'abord moi-même. Oui. Peuple. Je fais partie du peuple. Allons-y. Je ne suis pas mandataire public. Je ne suis pas responsable d'État quelque part. Je suis le peuple. Mais ce que je vis, c'est ce que vivent aussi mes concitoyens. Exactement. Des difficultés de transport, des difficultés en rapport avec la fourniture d'eau, la fourniture d'électricité. C'est pas parce que je suis de la majorité que chez moi il y a du courant à la maison. Non, quand il y a coupure d'électricité dans le quartier, chez moi aussi je suis dans les noirs. Et nous voulons tous que la situation puisse changer. Et je crois que le gouvernement de la République est engagé dans la voie de pouvoir améliorer les conditions. Et nous soutenons le gouvernement, en tout cas. Donc, je ne vais pas demander à la population de prendre patience, non, mais je dis seulement d'observer le gouvernement. Et à la fin de ce mandat, ils pourront dire si le gouvernement a bien travaillé ou n'a pas travaillé. Merci beaucoup. Il y a une information, il y a un Congolais tué au niveau des États-Unis par la police, paix à son âme en tout cas. Son nom c'est Patrick Lyoya. Selon ses parents, les parents de ce jeune Congolais de 26 ans, Patrick Lyoya, tué par un policier à Michigan, aux États-Unis, ses parents ont affirmé jeudi qu'ils avaient fui la guerre en RDC pour finalement découvrir un génocide aux États-Unis. C'est triste en tout cas, l'image est là. Merci beaucoup à Fia Longela. Les jeunes est là.
les jeunes de 26 ans, un Congolais. Ses parents disent qu'ils ont fui la guerre ici, mais là, c'est un génocide, c'est leur enfant qui est tué. Ses parents ont appelé des poursuites contre les policiers impliqués. Et Chris Mukendi, je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez dire. En tout cas, cette situation des Congolais, en tout cas, c'est devenu un peu de trop. Hein. C'est vrai que les Congolais, partout, sont maltraités. Je ne crois pas qu'il a été tué parce qu'il est Congolais. Je ne pense pas. Ah, d'accord. Vous allez encore vous rappeler de l'Américain qui a été tué parce qu'il George était Floyd. noir. George Floyd. Donc, je ne pense pas que les États-Unis soient un pays qui identifie les Congolais pour leur faire du mal. Je présente le sincère condoléance à la famille de notre compatriote. Hein, mais j'ai dit, c'est un phénomène qui arrive souvent à l'étranger. Je ne pense pas que les Congolais soient la cible de ces pays. Hein, je ne pense pas du tout. Mais en fait, la question que je vous pose, qu'est-ce que vous pourriez dire, hein, la politique du pays face à la situation des Congolais à l'étranger? Non, mais là, c'est une question sécuritaire. Mais je ne sais pas comment, lorsque quelqu'un sort, se promène dans un État étranger, même s'il y a un ambassadeur là-bas, on ne va pas commettre derrière chaque Congolais un garde du corps ou un service de sécurité pour sécuriser les Congolais qui sont à l'étranger. Lorsque vous êtes dans un pays, il y a des lois qu'il faut respecter, il y a des normes qu'il faut respecter. Il faut vivre comme tout citoyen normal là où vous êtes, simplement. L'État peut avoir un consulat là-bas pour permettre être les traits d'union entre les Congolais qui sont là-bas et ceux qui sont ici, mais aussi entre les États. Mais je ne pense pas que des mécanismes pourront être pris dans le sens de pouvoir sécuriser chaque Congolais. Mais sur les plans diplomatiques, je crois que notre pays peut toujours déplorer le fait qu'il y ait un Congolais qui a été victime d'assassinat sur un sol étranger. Mais faudra-t-il encore savoir si ils sont encore Congolais après qu'ils soient du côté des États-Unis. Il y a des gens qui ont changé carrément la nationalité, qui ont renoncé à la nationalité congolaise. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup au Canada. Donc, il se pourrait que ça soit une affaire entre États-Unis simplement, et nous voulons nous y mixer. Mais je dis que sur les plans diplomatiques, il y a toujours des contacts à prendre pour pouvoir échanger. Si la famille doit être indemnisée, je crois que l'État congolais pourra jouer un rôle dans le sens d'indemniser la famille de la victime. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin, mais il y a une information qui a circulé hier. Le cortège des mamans Denise a connu un accident. C'est faux. En tout cas, j'ai cherché cette information, mais l'information, en gros, c'est faux. C'est une autre histoire. C'est vrai qu'on dit que c'est parmi un véhicule de la suite du président de la République, mais je dois j'ai cherché l'information pour bien la lire, mais là, je ne la vois plus. Mais en tout cas, ceux qui propageaient l'information que c'est le cortège des mamans Denise, c'est faux. Là, vous devriez savoir. On finit par là. Chris va prendre les derniers mots, la dernière parole. Vraiment, rien ne marche avec les régimes actuels. Les grèves partout, au juste où va le pays. S'il vous plaît, si les dirigeants congolais peuvent aussi avoir l'idée de la démission, comme a fait le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin de ces régimes actuels. Et Kabila Zonga, c'est votre opinion, je la lis comme ça. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, le Premier ministre a démissionné. La question qu'on se pose, c'est un poste en tout cas très magique là-bas en Côte d'Ivoire. Hein. Il y a des morts, il y a des démissions, ainsi de suite. Chris Mukendi construisait même les routes qui relient les provinces. Pourquoi les Kassaïens sont en train de fuir chez eux? On finit par là. Chris Mukendi, un dernier mot à la population. J'ai toujours dit qu'on ne discute pas avec la population. Ouais. Vous savez, parfois, on n'habite pas tous dans les mêmes quartiers, dans les mêmes coins. Des réalités diffèrent selon la localisation de chacun. Et ce sont des éléments à prendre en compte lorsque les Congolais réclament, lorsqu'ils s'indignent du régime. Et je crois que s'il y avait un bon monitoring au niveau de notre gouvernement, ce sont des éléments à exploiter aussi pour pouvoir soulager tant soit peu la souffrance de la population. Donc, en ce qui concerne les débats qui ont commencé à l'Assemblée nationale, nous appelons nos amis du FCC et de la MOCA à pouvoir mettre de l'eau dans leur vin et qu'ils sachent que la République ne va pas s'arrêter tout simplement parce qu'eux, ils ne veulent pas participer à ce processus. Merci beaucoup Chris Mukendi, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe technique, merci beaucoup à Fia Longela. Merci beaucoup à vous, vous étiez nombreux à nous écrire, des gens qui ont écrit et que je n'ai pas lu vos messages en tout cas.
toutes nos excuses. En tout cas, les temps, il fallait parler un peu de beaucoup de sujets, prendre également certains messages. Je pense que nous serons d'un moment à l'autre avec Rodrigue Ramazani de l'Envol pour revenir également sur cette question de la loi, la proposition du G13, la proposition de la loi dite Lokundo pour la modification de cette loi, de la loi électorale actuelle. Les rediffusions de cette émission à 22h juste heure, 1h juste heure, mais également relais YouTube Peter Thieny RDC. Merci beaucoup à la diaspora pour l'amour que vous manifestez pour cette émission. Nous sommes vraiment de cœur et ça nous va droit au cœur. Nous restons en tout cas ouverts. Le numéro est là. Sans oublier, je ne finirai pas cette émission sans remercier Gismav. Prestige, Gismav Prestige, Chris Mukendi est là, en tout cas. Là, nous sommes les deux à en avoir en tout cas. Les bracelets, c'est une Congolaise de la diaspora qui est en train de se battre corps et âme pour la promotion de l'entrepreneuriat congolais au niveau de Paris. En tout cas, vous voulez vous procurer également de ces bracelets, Gisma prestigieuse. En tout cas, contactez ce numéro, contactez Clamique Legrand. Je vous mettrai en contact avec elle. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Je suis Clamique Legrand. J'étais avec Chris Mukendi, secrétaire national adjoint en charge de la propagande de l'AFDC.